Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer dans les toutes prochaines minutes, mais auparavant, nous allons avoir le mot d'accueil de monsieur le directeur général de l'école et professeur. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là, bon, d'accord, ok. Alors, le professeur Léon Loluza, donc directeur général de l'école, et ensuite de madame la professeure Nathalie Prime, qui dirige la chaire Innovation Afrique, parce que l'ESCP a une chaire Afrique. Donc, on est ravis d'être accueillis chez vous, monsieur le directeur général. Je vous en prie. Merci. Merci, monsieur Mignot. Monsieur l'ambassadeur, cher Émile Ngoa Kassongo, madame l'ambassadeur, cher Malé Elou Kwade, monsieur l'ambassadeur, cher Apni Nassou Foski, monsieur l'ambassadeur Pierre-Jean Gire, ambassadeur de la Fondation pontificale, Pierre-Jean Gire, comme je disais, chers panélistes, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers tous. Bienvenue à l'ESCP, la plus ancienne école de commerce au monde, créée en 1819 par un groupe d'entrepreneurs. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur les innovations frugales en Afrique, en partenariat avec les conférences des ambassadeurs à Paris et Africa Press Paris. Permettez-moi d'abord d'exprimer tous mes remerciements, ma gratitude à nos partenaires Action, Ati Jariwafa Bank, à M. Alfred Mignot, président du Club Afrique de la presse parisienne et créateur des conférences des ambassadeurs africains de Paris, qui animera cet échange. Aussi au professeur Nathalie Prime et aussi au professeur Caroline Versa, co-directrice scientifique de notre belle chaire, ainsi que Madame Pascale Pernet, la directrice du développement des chaires, et toute son équipe, Fatima, Johan, Sophie notamment. Et bien sûr, à nos intervenants de haut niveau, évidemment, mesdames, messieurs les ambassadeurs, Itipsam Daïf, Dr Salah Barbari, professeur Ahmed Moulou, monsieur François Labarthe, monsieur Amaury de Féligong. Vous savez, l'innovation à l'ESCP est au cœur de l'ESCP et elle fait partie de notre ADN. Comme je disais, notre école elle a été créée en 1819 et notre école innove plus de 2 siècles. Dès 1992, vous savez, au sommet de Rio, nous avons entrepris de créer le premier cours sur les enjeux environnementaux en 1992. Innover, ma définition, c'est faire mieux avec moins. C'est cela la frugalité, transformer les contraintes en opportunités, s'inspirer de la nature pour imaginer des modèles régénératifs et durables. Donc c'est faire mieux que la sobriété, c'est-à-dire faire assez avec moins. La sobriété, c'est faire assez avec moins. Moi, je préfère la frugalité. Et c'est ce modèle, cette posture d'audace et de responsabilité, de penser différemment, agir autrement, tout en respectant les limites du possible et les limites planétaires. Comme on dit en anglais, think out of the box, mais je dirais, plus que cela, act out of the code. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de penser hors des cadres, mais agir hors des normes, évidemment, dans nos contraintes. Voilà tout le sens de la mission de l'ESCP qu'on s'est fixée. Former des leaders responsables, engagés,
audacieux, imaginatif, capable de transformer et d'influencer les entreprises et notre société. Et l'Afrique, aujourd'hui, elle est au cœur même de cette mission. Notre nouveau plan stratégique montre un basculement du nord global vers le sud global. Notre ambition est claire, accroître notre rayonnement mondial de l'ESCP, la diversité des étudiants, nous avons 11 000 étudiants, dont 2 tiers des étudiants internationaux qui viennent de 139 autres pays. Avec un réseau mondial de 90 000 alumni présents dans 193 pays, nous avons évidemment des ancrages sur le continent africain grâce à nos alumni, à nos partenaires académiques prestigieux. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons aller plus loin avec vous. Être aux côtés de l'Afrique, du continent africain, pour former ensemble, inspirer, co-créer avec vous les leaders de demain. L'Afrique n'est pas seulement une terre d'opportunités, elle est un acteur majeur des transformations économiques, technologiques, sociétales. C'est un véritable laboratoire d'innovation où se développent des solutions durables, inclusives, adaptées aux réalités locales. L'Afrique nous inspire, elle nous enseigne comment repenser nos modèles, bâtir des économies plus résilientes et surtout comment faire ensemble et grandir ensemble, s'élever ensemble. Car c'est là la réciprocité et la confiance mutuelle qui feront éclore tout le potentiel de ce continent d'avenir. Permettez-moi aussi en conclusion de vous dire par rapport à notre nouveau nom plan stratégique Bold et United, qui résume parfaitement cet esprit de cette conférence. Bold, ça veut dire audacité, c'est un néologisme, c'est une contraction de l'audace et ténacité pour innover autrement, avec respect pour les limites planétaires. Et United, ça veut dire unité, unité entre l'Afrique et l'Europe qui grandiront ensemble en partageant leur savoir, leurs forces, leurs opportunités. Alors soyons audacieux, humbles et soyons unis. Faisons émerger ensemble les leaders en innovation de demain. Bâtissons ensemble des ponts durables entre l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Merci à toutes et à tous pour votre présence si nombreux. Excellente soirée à tous. Et maintenant, je laisse la parole au professeur Nathalie Prime. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir si nombreux. C'est toujours un plaisir d'accueillir du public et des acteurs qui sont intéressés par l'Afrique et pour ce soir intéressés par l'innovation et la responsabilité. Alors je vais faire une toute petite introduction, vous présenter notre chaire quand même. Donc Caroline et moi nous sommes co-directrices et elle a été créée en 2022, elle se poursuivra jusqu'en 2027 grâce à nos sponsors et mécènes. Donc le groupe Action qui est un groupe qui travaille dans de nombreux secteurs, qui est un groupe panafricain d'origine de Madagascar, et le groupe Attijari Wafa Bank du Maroc. Alors comme vous le voyez, notre mission c'est vraiment de contribuer à la transformation de l'Afrique pour une prospérité durable et au développement capital humain qui est nécessaire à la transition sociale et écologique à laquelle l'ensemble de la planète doit faire face. Pour notre chaire, ça prend plusieurs formes, cette mission. Tout d'abord, on forme ensemble des jeunes talents africains et des jeunes étudiants de l'ESCP à travers une option de spécialisation de Master 2 pendant laquelle on les mélange et on leur fait faire suivre tout un parcours, d'abord à l'école, ensuite un voyage d'études au Sénégal et puis ensuite un stage qui va durer plusieurs semaines. Notre idée, c'est aussi de montrer qu'en Afrique, il y a de très belles opportunités de carrière,
et qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est donc un terrain de jeu, entre guillemets, qui peut être attractif pour des jeunes diplômés. Soutenir des étudiants africains par des bourses, ça c'est une évidence. Sans les bourses, je pense que rien ne pourrait se produire. Et puis croiser les expertises autour de ce thème de l'innovation responsable. On a organisé plusieurs tables rondes, et dont celle-ci à laquelle je suis ravie de participer. Et puis, on va le voir ce soir, une de nos missions, c'est aussi de diffuser une image de l'Afrique qui soit une image d'une Afrique décomplexée et pionnière, pour justement la recherche de solutions dans un monde que l'on voudrait plus responsable. Donc concrètement, 5 écoles partenaires, 60 étudiants pour l'instant qui constituent les 3 premières promotions, 13 nationalités, et vous voyez donc ici les écoles d'excellence avec qui nous travaillons. À l'issue donc de cette option, les premières promotions ont commencé une carrière, vous le voyez, dans de très belles institutions, et cela devrait continuer. Alors, il était important de faire un petit point de vocabulaire rapide, parce qu'on a une table ronde avec de nombreux experts et puis des perspectives différentes. Donc un point de vocabulaire sur cette notion d'innovation frugale. L'innovation frugale, c'est vraiment une philosophie. C'est une philosophie de résolution de problèmes en situation d'adversité. Et ça vise à répondre à des enjeux très précis. En fait, il y en a 2 essentiellement. Le premier, c'est qu'il y a des besoins énormes qui sont non satisfaits. Quand on dit énorme, c'est des milliards de personnes sur les 8 milliards d'habitants que compte cette planète, et des problèmes qui sont presque des problèmes sans frontières. Vous le voyez, les questions de l'eau, de l'énergie, de l'habitat, de la mobilité, de la santé et de l'éducation. Et le deuxième enjeu, c'est que ces besoins ont lieu dans un contexte de ressources limitées. Donc il faut être sobre sur les ressources phares et maximiser ce qui est le plus abondant. Et là, l'Afrique s'illustre par son ingéniosité, sa jeunesse, dans le cadre de certaines innovations, notamment les femmes. Et il y a des points de suspension, puisque on en trouve d'autres. Le but, c'est de créer une valeur partagée. La valeur partagée, c'est un concept qui maintenant se met en place, qu'on enseigne dans les écoles de commerce depuis de nombreuses années, mais qu'on ne voit pas toujours mis en œuvre concrètement. Valeur partagée, donc économique, sociale et environnementale. Et l'idée, c'est donc de faire moins avec plus. On n'est pas dans le contexte du low cost. Le low cost, c'est less for less. Là, on est dans le less for more. Donc, in fine, l'innovation frugale, ça combine frugalité, bien sûr, inclusion, répondre aux besoins qui sont non satisfaits et donc a priori pour les populations les plus fragiles, et une agilité, répondre en situation de contrainte. Tout ça, ça porte des valeurs, bien sûr, des valeurs d'autonomie, d'inclusion et aussi de robustesse. Alors, il y a plusieurs innovations frugales. Il y a des innovations frugales de rue. Celles-ci, elles sont universelles par essence. Vous trouvez différents concepts pour nommer cette notion d'innovation frugale. On a beaucoup parlé du Jugaad indien, mais comme vous le voyez, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à un pays. Ça renvoie à l'activation aussi de tout un écosystème d'artisans, de mécaniciens, de créateurs qui inventent, qui réparent, qui recyclent, et souvent avec des moyens modestes. Donc en fait, 5 continents, un même état d'esprit, et ce qui est très important de noter, je crois, on le verra ce soir, une approche multisectorielle. Vous voyez, on va avoir des innovations qui vont toucher une variété de secteurs. Alors en Afrique, les innovations de rue sont évidemment très nombreuses. On peut parler d'innovations tous azimuts. Ici, on a fait une petite liste indicative. Vous voyez donc la diversité des secteurs, mécanique, transport, énergie, numérique, bien sûr, l'agroalimentaire, recyclage, environnement, la santé. Et puis, vous avez un certain nombre d'exemples. Et à droite, les objectifs qu'on pourrait rattacher très aisément aux objectifs du développement durable. À côté de l'innovation de rue, il y a une innovation frugale scientifique. Et là, on en parlera ce soir également. Ici, il s'agit de voir comment la science africaine va pouvoir combiner des savoir-faire traditionnels et la recherche moderne. Là aussi, un très grand champ de domaines scientifiques sont concernés. Et on a la chance ce soir d'accueillir donc des acteurs qui vont nous parler de ces innovations dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de l'environnement, de l'eau et de la biodiversité, et aussi de l'ingénierie
par exemple à travers la question des routes. Alors, il y a bien sûr des freins, rien n'est facile. L'accès limité au financement, c'est classique. L'accès limité à la propriété intellectuelle. Les participants ce soir ont pris soin de déposer leur marque pour avoir une reconnaissance de la propriété intellectuelle. Et les systèmes nationaux d'innovation restent encore un peu trop limités. Le manque d'infrastructures qui soient accessibles, que ce soit des infrastructures, tangibles ou des infrastructures numériques. Les difficultés d'industrialisation, toute la question du passage à l'échelle. Les expériences sont très nombreuses, mais quid du passage à l'échelle? Une structure en archipel et un relatif manque de réseautage, en particulier sur le plan Afrique et extra-Afrique. Une pénurie de compétences techniques qui va nous amener à une question de formation. Et puis des préjugés aussi dans le domaine du marketing et de la vente de solutions. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes perceptuels qu'on connaît bien, et donc des préjugés contre les solutions à bas prix qui sont souvent assimilées au low cost, et un effet made in qui est pour l'instant plutôt défavorable. Enfin, d'autres sont aussi en avance. Il y a des produits frugaux indiens qui peuvent faire concurrence à ceux qui nous viennent d'Afrique. Alors il y a des leviers bien sûr, et ces leviers, je crois que le premier d'entre eux, c'est les nouveaux récits. L'espèce humaine est une espèce qui fonctionne aux histoires. On passe son temps à se raconter des histoires, et il faut qu'on s'en raconte de nouvelles, et que ces nouveaux récits soient attractifs vis-à-vis de l'innovation et de la responsabilité en Afrique. Donc on voit à travers ces expériences probablement une définition plus holistique du progrès, pas seulement un progrès purement économique de valorisation du profit à court terme, mais un progrès qui reflète une prospérité partagée. Et puis l'idée de développer un Made in Africa for the World. Donc on aura ce soir parmi nos témoins justement des illustrations de ces nouveaux récits. Bon, le déblocage de financement à impact, bien sûr, des politiques publiques qui soient plutôt plus favorables et aussi favoriser l'achat local, des partenariats. Ces partenariats doivent être généralisés, des partenariats de co-création, sud-sud, nord-sud, hors frontières. La clé du numérique, l'Afrique, bien sûr, profite d'une certaine façon d'une capacité de faire du leapfrogging. Des cultures entrepreneuriales qui sont des cultures anciennes et qui permettent ici de trouver des champs d'expression nouveaux. La formation en open source avec une diffusion des savoir-faire. Et puis un leadership responsable. Nos invités vont nous montrer qu'effectivement, comme toujours, dans l'entrepreneuriat et l'innovation, il y a une vision et un leadership derrière. Alors maintenant, qu'est-ce que les innovations développées en Afrique sous l'angle de la frugalité peuvent apprendre au Nord ? C'est un vrai champ d'exploration. Le premier, c'est faire plus avec moins, ça c'est clair. Qu'on soit africain ou pas, on est en pénurie de ressources, et ça ne fait que commencer, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Répondre à des vrais besoins, et pas seulement à des désirs de marché. Donc là, on est dans une réflexion sur les besoins et sur les besoins fondamentaux, qui est une réflexion qu'on a un petit peu oubliée. Concevoir localement et en économie circulaire. Trop de design tue le design, on le sait bien, en marketing en particulier, on étudie les comportements des consommateurs. Les produits modernes, il y a trop de fonctionnalités dont la plupart ne servent à rien. Donc revenir à des solutions qui soient performantes, bien sûr. Il faut de l'efficience et de l'efficacité, il faut répondre aux besoins, mais aussi des solutions qui soient ouvertes. La robustesse, alors la robustesse, c'est un champ de réflexion un peu nouveau, je dirais, dans nos écoles de management, mais c'est en train de se développer, versus la surperformance. Il faut de la performance, bien sûr, mais il faut de la robustesse. Et probablement que de la robustesse, c'est-à-dire cette capacité à maintenir un système stable alors qu'on vit dans un monde de fluctuations, probablement que cette robustesse, de facto, entraîne une forme de sobriété. Et puis l'urgence de l'agence, j'allais dire, c'est-à-dire de lutter contre ce sentiment d'impuissance face auquel on est, pour beaucoup d'entre nous, confrontés, avec une stratégie de valeur partagée qui soit mise en action. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, de façon à ce que nos participants puissent s'exprimer et qu'on parle le même langage. Merci beaucoup.
Rebonjour à tous. Alors moi je suis Alfred Mignot et c'est moi qui ai inventé les conférences des... Ben voilà, bon j'arrête. Et donc je suis ravi de vous voir nombreux parce qu'il y a beaucoup de visages amis et fidèles des conférences qui viennent de Paris, qui viennent de Nogent-sur-Marne, cher Pascal. C'est une autre Pascal, hein, bon. Et donc, et puis il y a de nouveaux visages que j'ai jamais vus, donc vraiment je me réjouis, vous êtes très nombreux. Donc on va faire deux tables rondes, et on va commencer, s'il veut bien, par son Excellence Émile Ngoï Kasongo, qui prendra la parole, donc, qui est ambassadeur de la République démocratique du Congo. Le Grand Congo, c'est lui qui a 110 millions d'habitants et qui est le premier pays francophone au monde, pas seulement en Afrique, au monde. Ensuite, prendra la parole Madame Ibtissam Daïf, qui est la PDG de Universal Distrib, qui est un consortium de 35 entreprises qui œuvrent justement pour promouvoir cette frugalité qu'évoquait le professeur tout à l'heure, faire plus avec moins. Ça pourrait être d'ailleurs la devise de Universal Distrib. Enfin, vous nous raconterez, Ibtissam. Ensuite, ce sera son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Avni Nazufowski. Je ne me suis pas trompé, c'est bon ? Qui est ambassadeur auprès des Nations Unies. Il représente l'Agence panafricaine de l'eau. Et il a des choses très intéressantes à nous dire, notamment, évidemment, la mission qui est la sienne, mais aussi comment il dirige une entreprise qui a notamment inventé une machine magique qui fait de l'eau en plein désert, si on a besoin, et de l'eau potable. Bon, voilà. Et après... c'est Amaury de Féligonde, qui lui représente Ocan, qui est directeur associé chez Ocan, et qui va nous parler lui aussi de choses très concrètes, de deux exemples d'engagement qui est celui d'Ocan auprès d'un projet d'énergie hybride en Mauritanie, c'est ça ? Et puis aussi comment ils soutiennent une grande marque africaine de motos électriques. Les Africains sont en train d'inventer des choses que nous, on ne sait pas faire. Voilà. Donc, cher Émile, vous voulez venir au pupitre ? Okay. Je prends votre place, comme ça. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, honorables invités, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, à la tête duquel notre ami Alfred Mignot, organisateur de CECAP, cette conférence des ambassadeurs à Paris. Je tenais donc à les remercier pour cette initiative cruciale qui place en fait l'ingéniosité africaine au cœur des solutions durables. Le thème d'aujourd'hui, les innovations fringales, résonne profondément dans la réalité et les aspirations de mon pays, la République démocratique du Congo. Je ne reviens pas sur les conceptuels, parce que autant ceux qui m'ont précédé, avec beaucoup d'exégèse, ont expliqué, défini, caractérisé les thèmes à l'ordre du jour de notre rencontre. Autant, pour ma part, je vais me concentrer principalement sur l'expérience de mon pays, la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il traverse en ce moment les heures les plus sombres de l'histoire de notre existence, avec 30 années de violence, 30 années où nous parlons aujourd'hui du Génocoste, c'est-à-dire du génocide commis pour accéder à des minéraux. C'est vrai, des minéraux stratégiques aujourd'hui qui fait courir des industriels à travers le monde. Mais chez moi, on peut parler de minerais de sang. Ceci n'est pas l'ordre du jour, mais je tenais quand même, avant de parler de la RDC, d'évoquer les contextes actuels.
En effet, sur les thèmes qui nous intéressent, la RDC, on peut parler véritablement d'un terreau fertile pour l'innovation frugale. Le paradoxe et le potentiel de la RDC, les thèmes d'aujourd'hui au regard du potentiel de la RDC apparaît quand même paradoxal. Paradoxal entre les potentialités de la RDC et les capacités d'innovation qui font encore défaut. Et c'est pour ça que je dis que la RDC incarne à première vue un paradoxe saisissant. Une terre immensement riche, souvent perçue comme confrontée à des défis immenses. Précisément, c'est dans ces contextes précisément que l'innovation frugale plonge ses racines, prend tout son sens. Nous ne partons pas à zéro. Notre peuple a toujours fait preuve d'une ingéniosité remarquable pour s'adapter et innover dans la vie de tous les jours. Cependant, notre défi reste à cet effet l'ingéniosité informelle et l'industrie structurée. Et de ce point de vue-là, je vais me permettre de vous donner quelques éléments de repère pour comprendre ce que ces thèmes, à ce qui concerne mon pays, révèlent. Il a été dit ici que l'innovation frugale, c'est un paradigme. C'est une philosophie. C'est mieux faire avec moins, si je peux me résumer. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous soutenons activement l'innovation, en particulier l'innovation frugale, à travers plusieurs politiques publiques, des initiatives institutionnelles et appui à l'écosystème entrepreneurial local. D'abord, il s'agit ici du soutien institutionnel et politique. Le gouvernement de mon pays a significativement augmenté le budget dédié à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, passant de 0,6% à 3% du budget national. C'est un effort colossal sur une période de temps défiant en effet toute la bonne volonté de faire mieux et davantage. 0,6%, 3%, le budget de la recherche scientifique, de l'innovation technologique. Ce qui traduit une volonté politique forte de faire de la République démocratique du Congo une productrice de biens finis. Je peux noter également ici que le ministère de la Recherche scientifique organise régulièrement dans notre pays des concours, ce qu'on a appelé souvent, j'ai ici un collègue professeur de l'Université de Kinshasa, où je suis moi-même professeur ordinaire, où nous avons des conclaves du génie scientifique congolais chaque année, avec des prix qui sont dédiés, où sont sélectionnés, financés et accompagnés les innovations à impact direct sur la société. Récemment, en 2024, 47 projets ont été retenus et intégrés au budget 2024. Nous donnons une priorité absolue à l'innovation frugale, notamment en encourageant surtout les solutions innovantes dites frugales, inventions à faible coût, adaptées au contexte local, accessibles et reproductives dans différents domaines, santé, énergie, mobilité, environnement, agrotransformation et j'en passe. Nous avons également une agence, l'agence de formation, de promotion, j'allais dire, des génies scientifiques congolais, IGSE en acronyme, et des incubateurs comme Silicon Village et Ishango Startup Center qui accompagnent le développement des projets frugaux centrés sur l'adaptabilité,
la réduction des coûts et la résolution de problèmes locaux. Il s'agit également, pour donner quelques exemples plus récents, par exemple de véhicules électriques low-cost qui sont montés de plus en plus. Il y a une initiative dans ce sens-là en RDC qui a vu le jour. Équipements médicaux abordables, solutions solaires intelligentes, outils technologiques recyclés pour l'agriculture et notamment la gestion des déchets dans un pays, cela a été dit ici, de 110 millions d'habitants. Et dans la capitale Kinshasa, vous avez une capitale de 17 millions d'habitants. La gestion des déchets devient une question cruciale. Et donc là-dessus aussi, nous avons des innovations fringales qui permettent de rencontrer ces difficultés. Alors, nous avons également une dimension dans notre pays, c'est celle qui est liée au soutien à l'écosystème entrepreneurial. Et je parlerai ici que la RDC, comme à Kinshasa, la capitale, plus de 70% de ces startups, notamment en fintech, santé numérique, énergie renouvelable, food technique, ainsi de suite, toutes ces innovations fiscales sont soutenues par des exonérations fiscales, l'accès à des financements publics, l'accompagnement technique et la mise en réseau via le HUBs d'innovation, qui sont, je l'ai cité ici, Silicon Village, Orange Digital, Center, ainsi de suite. Il faut noter également un accent qui est mis sur le développement d'infrastructures numériques adaptées et la promotion des solutions technologiques à partir des ressources locales ou des recyclages afin de maximiser l'impact social et la création d'emplois. Nous avons un défi majeur dans notre pays, c'est le taux excessivement élevé du chômage parmi la jeunesse qui représente aujourd'hui, si on prend une tranche de 25 ans, elle représente 65% de la population. Et dans ces 65%, le taux de chômage est élevé, est très élevé. Et donc, toutes ces solutions en vue, c'est pour permettre de résorber dans le meilleur délai, justement, dans le meilleur de temps, cette question de chômage. Alors, il y a également un volet important, c'est les partenariats internationaux et valorisation. Nous avons plusieurs ONG internationaux et partenaires, notamment, je peux citer ici le PNUD, je peux citer également ici la Banque mondiale, qui accompagne toutes ces démarches, cette problématique, et souligne les potentiels de l'innovation fringale congolais comme moteur de croissance, d'inclusion et d'indépendance économique. En résumé, je voudrais dire ceci, que l'innovation fringale en RDC s'affirme comme une stratégie majeure soutenue par l'État, les gouvernements, les incubateurs, les universités et les partenaires internationaux, et placée au cœur des politiques industrielles, éducatives et de développement territorial. Alors, quel programme public finance l'innovation en RDC? Il y a un certain nombre de programmes publics, me permettez de passer assez rapidement. Les principaux dispositifs publics, nous pouvons les énumérer rapidement. Vous avez les forums et les conclaves du génie scientifique congolais, organisés par le ministère de la Recherche. Vous avez les fonds souverains de financement de l'innovation et du génie scientifique. Créer ces fonds est accessible à tous les innovateurs, quel que soit l'âge, et finance des projets sélectionnés pour leur caractère innovant, leur impact et leur capacité à être industrialisés et déployés à l'échelle de la République, donc à l'échelle nationale. Il y a également les incubateurs. Il y a un incubateur national du génie congolais également. Ces structures reçoivent des financements publics pour accompagner les startups et innovations technologiques. Il s'agit ici également, ils sont accompagnés par des exonérations fiscales, je l'ai évoqué, des subventions et des espaces de formation, ainsi que des réalisations de prototypes et d'accès à des réseaux d'investisseurs. Nous avons également, pour accompagner tout cela, c'est bien important aujourd'hui, c'est un plan national du numérique et de l'IA sur la période 2026-2030. Un budget
prévisionnel de 1,5 milliard de dollars est prévu pour accompagner toutes ces transformations digitales, l'innovation technologique, l'inclusion des jeunes et la modernisation des structures numériques. Ces plans intègrent également l'octroi des financements et d'appui aux innovations locales. Nous avons également un programme parce que l'université, c'est le terreau. Je pense que mes deux brillants prédécesseurs l'ont évoqué tout à l'heure, c'est le terreau de toutes ces recherches. C'est ici que commencent les laboratoires, je voudrais dire. Nous avons des programmes d'ailleurs pluriels, interuniversitaires d'innovation. Nous avons ce que nous appelons les campus tours, les concours jeunes entrepreneurs, les masterclass et démonstrations nationales pour le financement des nombreux projets étudiants à fort potentiel avec dotation mentorat, stage et incubation. Alors, nous avons également ici, je peux évoquer, si vous me permettez, très rapidement, les mécanismes complémentaires. Il s'agit d'exonération fiscale, je l'ai dit, mais de manière un peu indirecte, des appels à projets internationaux. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est 60% du bassin du Congo, c'est la RDC, 60% du bassin du Congo. Il faut noter aussi que la RDC, c'est 50% des réserves d'eau douce de l'Afrique, ce qui représente en gros 10% des réserves d'eau mondiales. Donc les atouts sont là et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, je parlais du paradoxe. Un pays pétri de richesses, heureusement, malheureusement pour nous, parce qu'on parle aussi souvent de la malédiction des ressources naturelles. Plus on a des ressources naturelles, plus vous avez beaucoup de problèmes comme nous en connaissons donc aujourd'hui. Alors, la question aussi de savoir qui sont les acteurs clés du financement privé en RDC. Il faut noter que les principaux acteurs du financement de l'innovation et des startups en RDC sont des incubateurs, fonds d'investissement, clubs de business, associations professionnelles et structures internationales actives à Kinshasa et dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous avons une géographie généreuse, c'est 2 345 000 km². Entre les deux points les plus éloignés du territoire, vous avez pas moins de 2000 km, c'est-à-dire la distance qu'il y a, par exemple, entre Paris et Moscou. Vous êtes toujours en République démocratique du Congo. Alors, il y a les fonds d'investissement et capital risque, notamment lorsque j'ai évoqué Silicon Village, c'est le plus important hub d'innovation privée à Kinshasa, initié par un groupe qu'on appelle Texaf, qui a un fonds sur les textiles, qui réunit investisseurs privés locaux et internationaux pour soutenir des startups techniques, industrielles, énergie, etc. Il agit à la fois comme incubateur et investisseur direct auprès des projets innovants. Vous avez les DRC Impact Angels, qui est un réseau local de business angels, fonds d'amorçage très dynamique sur l'accompagnement des startups technologiques. Vous avez les Congo Business, club qui rassemble les principaux investisseurs privés et sensible également à l'innovation technologique. Vous avez l'Association des investisseurs en capital RDC, qui est un collectif de fonds, des private equity, des business et bailleurs internationaux pour soutenir les projets à impact et de croissance. Enfin, vous avez des sociétés des capital investissement international, investisseurs et partenaires. Vous avez Digital Africa, Orange Corners, Choose Africa. Tout ça, ce sont des fonds, des sociétés, des capital investissement. Vous avez également des initiatives sectorielles et plateformes que je peux citer, ils sont nombreux. Vous avez, je vous épargne la longue liste, vous avez également des partenariats multilatéraux et dispositifs hybrides. Il s'agit des partenaires publics, privés, les PPP, facilités par l'Agence nationale pour la promotion des investissements chez nous qu'on appelle l'ANAPI, qui favorise l'entrée des nouveaux acteurs privés dans le Family Office africain, des investisseurs à impact ou diasporiques, c'est-à-dire venant de la diaspora. Il faut dire que nous avons une lame de fond. La qualité, les compétences que recouvre aujourd'hui la diaspora congolaise en France, pas seulement en France, mais à travers le monde.
c'est véritablement une opportunité majeure pour le développement de notre pays. Il y a également dans ces exemples d'innovation fringale en RDC, vous avez les industries, vous avez l'énergie et l'environnement, production de pavés à partir des déchets urbains, filtres biologiques de purification d'eau, vous avez l'alimentation animale à base des déchets agricoles. Sur le plan santé et technologie, vous avez des incubateurs néonatales solaires avec photothérapie. Vous avez également les trithérapies antipallidiques Made in Congo. Vous avez les appareils médicaux réconditionnés et kits modulaires. Sur le plan de numérique et éducation, vous avez des plateformes Scoop Lab, vous avez des Inky, des bornes interactives, applications de collecte d'avis clients pour commerce et services, conçues pour fonctionner dans des contextes où la connectivité est limitée. C'est le contexte général, nous avons un problème de connectivité. D'autres initiatives, d'autres innovations fringales que je peux passer en revue rapidement, je citais tout simplement, c'est des machines autonomes à crépir, à faire du crépsage, valorisation des savoirs traditionnels et techniques simples dans ce qui concerne l'agroécologie. Et donc, vous avez une liste infinie de tous ces exemples aujourd'hui qui montrent qu'il y a un foisonnement de l'innovation fringale en République démocratique du Congo. Et je voulais tout simplement prendre un peu plus de votre temps pour vous faire justement cette longue présentation. Et je m'en excuse vivement, mais si ça, j'espère que ça ne va pas perturber la suite du programme. J'ai dit et je vous remercie. Bon, on apprend toujours beaucoup de choses avec son Excellence Émile Kassongo, parce que son pays est grand et donc son discours est proportionnel. Voilà. Bon, allez. Je vais changer de nom. Ah. J'essaie d'enlever ma photo de là, mais... Est-ce que Johan pourrait m'aider parce que moi je ne connais pas ce matériel, ou Fatima. Merci Fatima. Est-ce qu'on a une photo de... Ah d'accord. Ah au milieu. Ah d'accord. Bon. Donc, Madame Ibtissam Daïf, je vous demande de l'applaudir immédiatement et je dirai pourquoi. Avant même qu'elle ait dit un seul mot, elle le mérite parce que c'est grâce à elle que nous sommes ici rassemblés, parce que c'est notre sponsor. Et croyez-moi, on n'en trouve pas partout. Bon, donc Ibtissam est le PDG de Universal Distrib, qui est un consortium d'entreprises à vocation d'impact. Elle va nous expliquer ça. Merci. Merci Alfred. Bonjour à tous. Madame l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers invités, c'est avec une immense joie et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Cette rencontre n'est pas seulement une conférence, c'est un moment de convergence, un espace d'inspiration où se rencontrent le savoir, l'innovation et l'humain. Organisée en partenariat avec l'ESSEP, cette conférence illustre à merveille l'union entre l'excellence académique et l'ouverture internationale. Notre présence commune exprime une volonté partagée, celle de faire de l'innovation technologique un levier de développement durable, de progrès équitable et de coopération entre les nations. Universal Distrib, c'est bien plus qu'un groupement d'opérateurs économiques solidaires. C'est une communauté de valeurs, un réseau de femmes et d'hommes passionnés, unis pour une même conviction, par une même conviction. La technologie, selon notre point de vue, n'a de sens que si elle sert l'humain et la planète. Notre mission est simple, mais ambitieuse.
concevoir et diffuser des solutions à fort impact social et environnemental. Grâce à notre consortium, signataire d'une charte d'éthique, nous œuvrons selon un principe clair. Le partenariat est gagnant-gagnant. Nous transférons nos technologies pour donner à chaque acteur local autonomie, force et pérennité. C'est là toute notre philosophie. Aujourd'hui, nous avons la fierté et le plaisir de vous présenter 4 innovations majeures pour un monde meilleur. Elles portent sur les infrastructures routières et leur système d'éclairage, l'accès universel à l'eau potable et la souveraineté alimentaire. Magic Road, la route qui relie les peuples. Permettez-moi de commencer par Magic Road. Une technologie révolutionnaire qui transforme littéralement les sols, elle les stabilise, les compacte, elle leur confère une résistance exceptionnelle. En quelques heures, la terre devient de la pierre et est tout de suite praticable. Grâce à notre partenaire Planète Construction, Master Licence, plus de 3000 routes ont déjà vu le jour dans plus d'une trentaine de pays. Mais surtout, ces routes ne sont pas de simples infrastructures. Elles sont des passerelles d'espérance. Elles relient les villages à l'école, à l'hôpital, au marché, à la culture. Elles rapprochent les peuples, elles ouvrent des chemins vers l'avenir. Luminopeinte, quand la lumière devient durable. Que dire de Luminopeinte technologie? Une peinture photoluminescente, écologique, thermorégulatrice. Elle absorbe la lumière naturelle et artificielle et la restitue la nuit pendant plus d'une dizaine d'heures. Sans électricité, sans émission de CO2, sans impact sur la nature. Imaginez des routes intelligentes, des routes qui s'illuminent toutes seules, éclairant le chemin des hommes et des femmes, sans bruit, sans pollution, avec douceur. Grâce à cette innovation, nous réduisons jusqu'à 80% la consommation énergétique liée à l'éclairage public. Et nous protégeons également la faune, la flore, et nous pouvons profiter de la beauté de nos nuits étoilées. Magic Road et Luminopeinte se complètent parfaitement. Ensemble, elles permettent de construire des routes là où il n'y a que la boue ou des pistes, et permettent de faire briller la lumière là où régnait l'obscurité. Je vais juste évoquer très brièvement la 3e innovation et la 4e, parce que la 3e vous sera présentée par son Excellence Aveline Asufowski. Clean Water, l'eau, source de vie. La 3e innovation touche donc essentiellement à l'eau. L'eau, en effet, c'est la vie. Mais pour des millions d'êtres humains, c'est encore un combat au quotidien. Donc, sous l'impulsion de son Excellence, M. Aveline Asufowski, ambassadeur des Nations Unies, le projet Clean Water apporte une réponse concrète et rapide. Ces systèmes de filtration multiniveau produisent une eau potable sûre et pure en quelques minutes, même dans les contextes les plus précaires. Chaque goutte d'eau propre devient alors un acte de dignité, un symbole d'espoir, une victoire sur la soif et la maladie. Je vais juste introduire la 4e innovation que je développerai en 2e partie de cette conférence. Barbarie Plante, nourrir le monde, reverdir le désert. Barbarie Plante, technologie brevetée depuis 1987, est l'œuvre d'un visionnaire, le docteur Salah Barbari. Surnommé, c'est pas moi qui le surnomme, c'est les journaux, l'homme qui a fait reculer le désert. Car celui qui plante un espoir dans le désert fait pousser la paix dans le cœur des hommes. Cette innovation répond au défi de la désertification et de la souveraineté alimentaire. Retenu à l'étranger, le docteur Salah Barbari ne peut être malheureusement parmi nous aujourd'hui. Il m'a confié son discours que je lirai à votre attention en 2e partie. Je vous remercie. C'est ingérable. Mais non, mais je peux pas être à la place de l'orateur, de là-bas. Je vois pas ce que je fais. Et là, il n'y a rien. Non, là, c'est pas les peine. Et là, après, on n'a plus là, c'est ça? Si on veut le montrer.
c'est une petite séance de rattrapage. Vous allez pouvoir regarder ce qu'est Luminopaint. C'est comme Magic Road, c'est magique vraiment, parce que ça éclaire les routes tout seul la nuit, en ayant capitalisé la lumière du jour, et ça la restitue la nuit. Donc, ça veut dire très concrètement, faire plus avec moi, c'est-à-dire, il n'y a plus de dépenses d'éclairage d'installation avec des infrastructures d'éclairage public. Voilà. C'est vraiment un exemple probant. Alors maintenant, on va écouter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Avni Nazufovski, qui est ambassadeur auprès des Nations Unies de l'Agence panafricaine de l'eau. Donc c'est une mission importante puisque l'agence rassemble 35 États. Donc on va dire toute l'Afrique active. Enfin, bon. Et puis il va nous parler de ça et aussi d'un autre procédé très ingénieux qui est la clean water. Excellence, si vous voulez venir. Et puis je vais arrêter ça. Ah voilà, ça marche. Les Excellences, Mesdames et Messieurs, chers organisateurs, je vous remercie pour votre invitation qui est aujourd'hui nécessaire pour l'Afrique. Au nom de la mission permanente auprès des Nations Unies qui représente 35 pays africains, que la population s'élève de 1,1 milliard de personnes. Aujourd'hui, je vous annonce que nous avons la technologie nécessaire pour amener vraiment l'eau potable en Afrique. Sans la volonté de tous que nous sommes ici et les gouvernements du monde entier, pas qu'en Afrique, nous n'allons pas arriver. Aujourd'hui, je vous annonce les tristes nouvelles que chaque jour qui passe, 4000 personnes meurent à cause de l'eau qui est tout simplement pas potable. Donc 1000 enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement terrible et nous ne pouvons pas accepter de vivre dans une partie de population dans le confort et une autre partie dans la misère et sans l'eau potable. 111 millions de personnes en Afrique, ils n'ont pas l'accès à l'eau potable, tout simplement. Ce qui représente 30% de la population de toute l'Afrique. 350 millions de personnes, ils n'ont pas l'accès tout simplement à aucune eau potable. Ça veut dire la maladie, ça veut dire l'expérience de vie qui se raccourcit. Et ça, nous avons porté ce projet au niveau des Nations Unies. C'est quelque chose pour moi et pour ma mission, c'est très très important et pour mes collègues. De se dire que 4000 personnes, 4000 âmes partent tous les jours, c'est dramatique, tout simplement. On peut appeler même de certains mots humainement inacceptables. Alors, de ce fait, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises. Les gens en Afrique qui doivent boire ce genre de l'eau, ce genre de l'impureté, qui est inacceptable. Alors, moi, comme directeur général de Planète Construction, j'ai ordonné depuis 4 ans à plusieurs ingénieurs mondialement reconnus de faire une conception d'une machine. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, parfois, nous n'avons pas l'électricité. Parfois, nous n'avons pas les main-d'œuvre nécessaires. On a fait une machine qui est conçue plug and play. Ça veut dire que vous
approchez de le puits le plus proche, ou le lac, ou la rivière, l'eau, elle vient immédiatement potable, comme les bouteilles que nous avons sous la table. Donc, je sollicite toutes les bonnes personnes, toutes les bonnes personnes qui veulent nous accompagner au niveau personnel, au niveau des entreprises, au niveau institutionnel. J'appelle tous les gouvernements de l'Afrique de venir nous voir parce qu'au niveau des Nations Unies, nous avons des fonds nécessaires. Avec mes collègues, nous pouvons prendre ces fonds nécessaires pour implanter en Afrique l'eau potable qui est quelque chose de primordial. Alors, je vais vous expliquer en bref 411 millions qui n'ont pas, voire 500 millions de personnes qui n'ont pas de l'eau potable. C'est à peu près, avec les nouvelles technologies, 300 millions. 300 millions. Avec 300 millions, on peut implanter les machines et puis on peut donner l'eau potable pour les 411 millions, voire 500 millions de personnes. Ça veut dire que quelque chose d'incroyable. Et dans les délais qui peuvent être extrêmement courts, ça veut dire on parle en quelques années. Sinon, on va se revoir chaque année et on va parler chaque année du même discours et on va avoir à la traîne des années et des personnes qui vont mourir tous les jours. Et ça ne sera pas la faute des autres, parce que nous avons une responsabilité aussi personnelle. N'importe quelle religion d'ailleurs dit aider son prochain comme vous-même. Alors, les excellences, je suis très content d'avoir des ambassadeurs parmi nous parce qu'on peut échanger par la suite et je sais qu'il y a des hommes d'affaires ici. Je préfère pas trop parler techniquement parce que quand on parle de plug and play, ça veut dire que vous avez de l'électricité dans la machine jusqu'à nanofiltration. Ça veut dire la pureté de l'eau à 100% à la sortie. Et je termine par une chose, que les machines, ils sont calibrées de 15 000 litres pour les villages à 30 millions de litres par jour dans les grandes villes. 1 million de litres, 2 millions de litres, 3 millions de litres par jour, jusqu'à 30 millions de litres par jour. Donc, je pense que j'ai répondu en gros de mon inquiétude et l'inquiétude à l'ONU que nous avons tous, parce que nous avons l'article 6 des Nations Unies. Chaque gouvernement, il a une obligation de faire donner à la hauteur de 180 litres par jour par personne, ce qui n'est pas le cas. Alors moi je dis, avant qu'on donne 180 litres, donnons déjà l'eau potable à tout le monde, qui va nous coûter très bon marché. Comme madame, elle a dit, c'est pas parce qu'on parle de bon marché, non, parce que quand on parle de bon marché, c'est que nous ne voulons pas faire de profit, tout simplement. Alors, l'Union européenne, ils ont 18 milliards, le fonds pour l'Afrique. Comme vous savez, l'Excellence, on est en train de travailler actuellement au niveau des Nations Unies. Comment on fait pour prendre certaines sommes de cet argent-là, pas comme donation, mais comme une obligation plutôt. Parce que donation, j'aime pas, parce que l'Afrique, elle est trop souffert. Et je dis une chose à chaque entrepreneur ici, pensez à demain. L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le futur et l'économie africaine, elle va révolutionner le monde. Comme à l'époque, on parlait de la Chine, on ne le prenait pas au sérieux. Aujourd'hui, la Chine, c'est le numéro 1 mondial. Et je les félicite. Donc, l'Afrique, demain, ce sera, dans les décennies qui viennent, ce sera la puissance économique et que beaucoup de gens qui vont aller en Afrique investir
malgré eux. Donc soyez-vous partisans et partez en Afrique, investissez, aidez-nous. On peut vous aider aussi à ouvrir les portes pour les gouvernements. Et tout ce que je peux dire pour le moment, je vous remercie. Je parle émotionnellement parce que les discours lycée, je les aime pas beaucoup. Je suis un homme d'affaires et politique, mais j'ai trop fait à l'ONU les discours lycée. Je parle émotionnellement. Je vous remercie et j'espère qu'on va continuer ensemble. Et bien maintenant, c'est le tour, enfin, d'Amaury de Félimonde, directeur associé de Ocan. Consulting, on dit, ou quoi? Partners, Ocan Partners. Et comme je vous disais tout à l'heure, il a 2 exemples très concrets. Tu vois ça? D'action. Bon, ça marche pas. C'est dommage que quelqu'un de l'ACP puisse nous aider parce que nous on ne connaît pas la machine. On est là en presque nomade. Bon, écoutez, moi je suis très heureux d'avoir été invité. Je ne suis pas un diplomate, je suis un humble chef d'entreprise. J'agis en Afrique depuis 1998, année où pour la première fois j'ai mis le pied en Afrique, au Mali, qui est un pays qui à l'époque allait beaucoup mieux. Donc on a une pensée spéciale pour nos amis, nos frères maliens. Et depuis lors, j'ai travaillé pour l'Agence française de développement pendant 6 ou 7 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans pour McKinsey au bureau de Casablanca. J'étais un collègue de nos amis d'Atijari qui sont ici, que je salue. Et ensuite, il y a une quinzaine d'années, j'ai monté Ocan Partners, qui est un groupe de modestes sociétés. L'une qui fait du conseil en stratégie en finance dédié à l'Afrique, donc on ne fait que de l'Afrique, je vais y revenir. Et l'autre qui est une poche d'investissement à travers laquelle nous investissons avec mon associé dans, à date, 8 ou 9 entreprises au Cameroun, au Mali, certaines sociétés qui sont aussi un peu panafricaines comme Enco Éducation, une société qui s'appelle Harvest Asset Management au Cameroun et en Afrique de l'Ouest, une société qui s'appelle Coma Fruits qui produit de la pulpe de mangue et de la mangue congelée au Mali et bientôt, je l'espère, dans le nord de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc voilà un peu quelle est mon activité. Je n'ai pas préparé de discours parce que je pensais que c'était un panel, qu'on allait me poser des questions, que j'allais pouvoir répondre à des questions. Donc je vais essayer de parler d'un certain nombre de projets assez concrets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre de clients ces dernières années et qui touchent à ce thème de l'innovation et de l'innovation frugale. Alors, premier projet peut-être que je peux vous présenter, dont je peux vous parler, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ou 5 ans avec mon équipe, qui est un projet d'accompagnement d'une société qui s'appelle Spiro, S-P-I-R-O, qui est une société qui déploie aujourd'hui dans une demi-douzaine de pays africains, le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, le Togo, le Bénin, des motos électriques. Alors, ce ne sont pas des motos qui sont conçues, qui sont fabriquées en Afrique. Ce sont des motos qui sont déployées en Afrique dans des réseaux. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 motos. La société veut en déployer 100 000 d'ici la fin de l'année et qui ont pour but en fait de remplacer les motos qui fonctionnent avec des moteurs thermiques qui présentent plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème de pollution. Quiconque ici, et je vois beaucoup d'Africains ou de gens qui ont vécu en Afrique ou qui ont passé s'est promené dans ces grandes villes africaines. On avait l'ambassadeur de la RDC, donc quiconque s'est promené à Kinshasa, à Nairobi, à Dakar et que sais-je, perçoit bien la grande pollution qu'il peut y avoir du fait des véhicules thermiques et en particulier des motos. Donc la moto électrique, évidemment, fait disparaître un certain nombre de ces problèmes de pollution. Deuxième problème,
que fait disparaître ce réseau de motos électriques, notamment avec les taxi drivers, les taxi-motos, c'est le coût de l'importation de carburant qui, pour la plupart des pays, sont importés depuis d'autres pays que l'Afrique. Aujourd'hui, même au Nigeria, jusqu'à ce que la grande raffinerie de M. Dangote se mette en place, le Nigeria importe les produits raffinés, et donc les motos, les voitures, etc., roulent avec des produits qui sont importés, et donc qui grèvent les balances commerciales des différents États africains. Donc ces motos électriques permettent de passer à d'autres types de carburants, qui sont du carburant solaire, du carburant éolien, etc., avec les économies que ça génère pour les pays africains. Donc on ne parle pas de quelques motos, encore une fois, on parle aujourd'hui de 50 000 motos dans une douzaine de pays africains. Demain, on parlera de 100 000 motos, et je pense que d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, on parlera de millions de motos. Donc ça a évidemment un impact extrêmement fort, encore une fois, en termes de pollution, en termes de balance du commerce de ces différents pays africains. Juste pour fixer quelques chiffres peut-être dans la tête des honorables personnes qui sont ici ce soir, rien qu'au Kenya, il y a plus de 3 millions de mototaxis. Donc imaginez si demain, le gouvernement faisait comme en Chine, où on interdit tout simplement la présence de moteurs thermiques dans les grandes villes, ça fait près de 3 millions de motos qui, du jour au lendemain, peut-être en 1 ou 2 ou 3 ans, vont passer du moteur thermique au moteur électrique. Donc voilà, il y a une vraie innovation ici, qu'on voit finalement assez peu en France ou en Europe aujourd'hui, qu'on voit beaucoup en Asie, qu'on voit à Taïwan, qu'on voit dans les pays de Chine continentale, et qui est réellement en train d'arriver en Afrique, puisque non seulement en termes de pollution, c'est beaucoup mieux, en termes de balance des paiements, c'est beaucoup mieux, mais aussi en termes d'économie pour les mototaxis, ils réalisent une économie en passant du thermique à l'électrique. Et dernière chose peut-être sur cet exemple, après on pourrait y avoir des questions peut-être avec la salle, dernière chose, il commence à y avoir une intégration industrielle, notamment au Kenya, au Rwanda, etc., où on assemble ces motos et où demain on ira de plus en plus loin dans la fabrication made in Africa de ces véhicules. Donc voilà, premier exemple sur lequel nous on a travaillé depuis maintenant 3 ou 4 ans. On a travaillé notamment il y a 2 ans sur une levée de fonds d'à peu près 60 millions de dollars auprès d'un certain nombre de banques locales africaines. Et on est en train de travailler sur une deuxième levée de fonds d'à peu près 100 millions de dollars en fonds propres auprès d'un fonds d'investissement du Golfe qui va investir dans cette société. Donc voilà le travail que nous on fait, faire en sorte de structurer ces opérations pour que ces sociétés puissent avoir accès à ces fonds. Peut-être deuxième projet que je voudrais présenter ce soir, qui est un projet assez intéressant, qui est en Mauritanie, sur lequel je travaille maintenant depuis presque 1 an, et qui a pour but de mettre en place le premier projet en concession. Donc c'est un privé qui va venir vendre de l'énergie en Mauritanie, ce qu'on appelle un IPP, un producteur d'électricité indépendant. Donc ce premier projet, c'est un projet solaire, éolien, batterie, donc ce qu'on appelle un projet hybride, qui va faire à peu près 300 millions de dollars. Ocan est le conseil financier du ministère de l'énergie et du pétrole mauritanien, qui donc pour la première fois va acheter de l'énergie, non pas à une société publique, qui est la Somelec, l'EDF local si on veut, mais va acheter cette énergie auprès d'un producteur indépendant, qui d'ailleurs en l'occurrence est un producteur indépendant mauritanien, qui va donc installer des grands champs solaires, des grands champs éoliens, va mettre en place un certain nombre de batteries pour avoir 24 heures sur 24 une énergie d'origine renouvelable à 100%, et qui va donc venir remplacer des systèmes où on fonctionnait tout simplement au mazout avec des petits moteurs qui, coûtaient extrêmement cher. On va diviser avec ce nouveau projet hybride les coûts par 4 à 5. Donc il va y avoir un vrai impact sur le budget de l'État. Deuxième chose, on aura beaucoup moins de pollution parce qu'on va remplacer des petits moteurs thermiques par de l'éolien, du solaire, de la batterie. Et donc on aura de l'électricité 24 heures sur 24. Peut-être dernier projet, je ne sais pas trop combien j'ai de temps, donc je ne veux pas vous assommer avec ces exemples de projets, mais qui sont assez terre à terre, assez concrets.
J'ai 2 minutes. Magnifique. Bah, donc je vais tenir en 2 minutes. Dernier projet sur lequel on a travaillé il y a quelques années, sur lequel on est en train de retravailler, c'est une société qui s'appelle InTouch, qui est une société sénégalaise, qui a été fondée par des ingénieurs sénégalais. Donc c'est vraiment une innovation, là, pour le coup, qui est purement africaine et qui est une fintech. Donc c'est une fintech qui permet d'opérer des paiements et d'interconnecter un certain nombre de systèmes de paiement. Donc ils sont nés au Sénégal, financés par un entrepreneur sénégalais, qui est un multi-entrepreneur. Ils ont ensuite levé des fonds avec notre aide auprès d'un certain nombre d'entreprises internationales, notamment CFAO, qui était français, qui maintenant est japonais, auprès de Total, qui est basé en France, mais qui a de nombreux actionnaires du monde entier, et de Worldline, qui est une autre société française. Et aujourd'hui, cette société s'est déployée dans une quinzaine de pays et permet de faire des paiements de façon instantanée dans la quinzaine de pays dans lesquels cette société a des licences. Et là, ce qui est particulièrement remarquable avec cette société, c'est que c'est une société vraiment indigène, vraiment africaine, et que ces innovations qui ont été mises en place dans cette fintech qui s'appelle InTouch, qui a levé des dizaines de millions d'euros, est vraiment une innovation made in Africa. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser place à mes collègues et honorés collègues. Merci beaucoup. Oui. Merci, cher Amaury, pour cet exposé très Sciences Po, cette fameuse école que l'on adore désormais détester. N'est-ce pas, Denis? Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, notre ami, l'ambassadeur de la RD Congo, va devoir nous quitter. Et on va prendre une question pour lui. Le premier qui lève le doigt a gagné. Personne? Ah non, vous n'allez pas me faire ça. Allez, Denis Deschamps, secrétaire général de Migration et Climat. Bah tiens. Non, mais je peux parler au doigt. Merci à Amaury pour la présentation que tu as faite. Merci à Amaury pour la présentation et puis pour les autres présentations qui ont été faites. Toutes ces innovations sont absolument impressionnantes et nous sommes, à Migration et Climat, tenants de l'adaptation climatique, donc toutes les innovations frugales vont dans ce sens. Et je voulais parler à Amaury d'un autre exemple, c'est au Cap-Vert, il y a des tuk-tuk électriques, et des tuk-tuk électriques avec la possibilité de recharge qui sont absolument fascinants. Alors, ce sont des tuk-tuk qui sont fabriqués en Chine, 1000 € ça coûte, etc. Mais la recharge, c'est 2 € par jour, et ça marche très très bien. Et je serais très intéressé à ce que cette expérience capverdienne puisse se diffuser sur l'ensemble du continent, et pourquoi pas, monsieur l'ambassadeur, en RDC, à Kinshasa. Merci infiniment, cher ami. C'est effectivement la moisson que je viens de faire ce soir. En effet, nombre d'exposés qui ont été faits ici avec des exemples des innovations. J'ai pris bonne note. Vous m'avez vu sur mon portable qui, bon, j'étais en train justement de prendre des indications et même d'échanger des cartes avec mes partenaires. J'ai fait une belle moisson en arrivant ce soir et en répondant présent à ces panels. En fait, c'est intéressant parce que si je prends Kinshasa, qui est devenue une ville suffisamment polluée, hein, il y a une pollution énorme dans la ville de Kinshasa, tout simplement parce qu'une ville à l'indépendance qui comptait à peu près 600 000 habitants, aujourd'hui Kinshasa, au bas mot, c'est 17 millions d'habitants. Et nous avons des sérieux problèmes de mobilité dans la ville qui fait que la moto est devenue l'une des moyens, effectivement, qui est prisée. À l'occurrence ici, thermique. Donc il est temps que le tuk-tuk... Moi, je pensais que vous parliez lingala. Parce que chez nous, à Lingala, dans notre langue, la langue qu'on parle à Kinshasa, quand vous voulez parler en lingala, vous voulez parler de moto, on dit tukutuku. Donc vous voyez, il n'y a pas d'hasard. Nous attendons que le tukutuku vienne également chez nous. Nous allons pister pour voir en Chine où est-ce qu'on fabrique ça. Et aussi, ce n'est plus question de copier, mais de s'inspirer pour en faire localement avec l'industrie high-tech que nous avons. J'ai dit, je remercie tous les amis, je présente mes excuses. Merci, cher
cher Alfred, de m'avoir autorisé justement à me retirer. Des conférences. Merci, merci infiniment. Je vous annonce. Je vous annonce que son Excellence aura le premier prix des conférences des ambassadeurs de Paris, qui sera créé prochainement. Allez, c'est un son premier. Merci, madame. On va passer à la deuxième table ronde et on va essayer de tenir en 1 heure pour ne pas être trop en retard. Donc j'appelle son Excellence, Madame Malette Aylou. J'ai oublié. Donc ambassadeur de l'Éthiopie. Mais vous l'avez là, son nom. Gwadé, voilà. Vous voulez parler D'accord. Aussi, Monsieur François Labarthe, bien sûr. Parmi les autres panélistes, nous gardons avec nous Madame Daïf, parce qu'elle va nous parler de la barbarie plante, qui est un truc extraordinaire, qui économise 80% d'eau par rapport aux autres plantes. C'est incroyable. Et puis, Ahmed Moulou, professeur et directeur général de Universal Distrib au Maroc. Et le Maroc, on va voir que par son témoignage, notamment, a adopté beaucoup de produits, mais aussi il va nous démontrer, puisqu'il est prof lui aussi, il va nous démontrer pourquoi c'est rentable d'investir dans ces nouveautés que distribue Universal Distrib. Madame l'ambassadeur, à vous la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, ambassadeurs, chers professeurs, chers partenaires, mesdames et messieurs les invités. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Mignon pour son invitation et pour m'avoir associé à cette réflexion collective. Le sujet qui m'a été confié, les innovations frugales en Éthiopie, est à la fois un sujet technique, politique et profondément humain. Il illustre parfaitement la dynamique d'un continent en pleine transformation, porté par la créativité, la résilience et la volonté d'avancer malgré les contraintes. L'innovation frugale comme levier, comme l'a dit Madame la professeure, la directeure de la chaire Afrique, est un levier africain de développement. L'Éthiopie, l'une des économies à la croissance la plus rapide du continent, illustre bien cette tension entre défis et opportunités. Les ressources limitées, les infrastructures insuffisantes et la dépendance technologique ont longtemps freiné sa marche vers un développement industriel inclusif. Mais, et c'est là le cœur du message, ces contraintes ne sont pas des freins. Ces mêmes contraintes ont donné naissance à une culture d'ingéniosité et à un nouveau modèle d'innovation, l'innovation frugale ou l'art de faire plus avec moins, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle elle est au cœur de la stratégie du gouvernement éthiopien. Cette approche consiste à concevoir des solutions simples, abordables et durables, à partir des ressources locales et l'une des compréhensions fines des besoins de la population. Elle constitue aujourd'hui un levier stratégique pour l'autonomie économique, l'inclusion sociale et la durabilité environnementale pour l'Éthiopie et au sens large pour l'Afrique. Elle est accompagnée par une politique claire et une collaboration avec des partenaires concernés qui accompagnent différents projets en Éthiopie. Permettez-moi d'utiliser cette dynamique par un exemple emblématique. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ou comme on l'appelle, GERD. Ce projet monumental, érigé sur le Nil bleu, n'est pas seulement un ouvrage d'ingénierie.
Il est devenu un symbole de dignité nationale et de renaissance africaine. Ce barrage a été financé par les Éthiopiens eux-mêmes, par les contributions du service public, des retenues sur les salaires, des dons de la diaspora et même des initiatives innovantes de financement comme des lotos nationaux ou des campagnes messagerie téléphonique. Avec 5000 un peu plus de mégawatts et de capacité installée, une production annuelle estimée à 15 700 gigawatts, le GERD est désormais la plus grande centrale hydroélectrique du continent africain. Il permettra de fournir de l'électricité à peu près à la moitié de la population éthiopienne, soit plus de 60 millions de personnes, mais également aux pays voisins. Mais au-delà de la puissance énergétique, ce barrage incarne un message clair adressé au monde. Un pays africain peut, par ses propres moyens, concevoir, financer et réaliser une infrastructure d'une dimension mondiale. C'est une victoire de la confiance en soi et du leadership africain. L'innovation frugale en Éthiopie ne se limite pas aux grands projets d'infrastructure. Elle s'enracine profondément dans les quotidiens, dans les ateliers, les fermes et les universités. Partout dans le pays, des petites entreprises, des chercheurs et des jeunes innovateurs imaginent des solutions locales, accessibles et durables. Quelques exemples. Les machines d'extraction de fibres d'Inset. Inset, c'est une plante, c'est la fausse banane, un aliment de base pour à peu près plus de 20 millions de populations de personnes en Éthiopie. Des ingénieurs locaux ont conçu, avec des matériaux simples, une machine à faible coût permettant de remplacer le travail manuel intensif et d'accroître la productivité agricole. Un deuxième exemple, c'est l'enrouleur des chevaux pour le coton. Cette machine est produite à partir des pièces locales. Ça remplace les équipements importés, coûteux et inaccessibles. Cette innovation a permis à de nombreuses coopératives de tissage de moderniser leur production à moindre coût. On a également des décortiqueuses de maïs et d'arachide qui sont construites localement. Elles facilitent la transformation agricole et améliorent les revenus des petits producteurs. Enfin, un dernier exemple que je voudrais partager ici, c'est les fourneaux à énergie propre. Utilisant des combustibles locaux ou solaires permettant de réduire la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre et les risques sanitaires liés à la fumée. Donc, ces innovations modestes transforment la vie de millions de familles. Elles ne demandent pas de grands capitaux, mais une grande lucidité. Enfin, on a l'essor numérique et la jeunesse innovante. L'Éthiopie a également amorcé une transformation numérique remarquable. Depuis la réforme de 2018 et la mise en œuvre de la stratégie Éthiopie numérique 2025, le pays s'est engagé dans une ambitieuse transition vers une économie connectée, inclusive et durable. Le gouvernement éthiopien a promulgué le Startup Proclamation, encourageant la création d'un écosystème technologique dynamique, des plateformes de services financiers mobiles et des solutions numériques locales ont vu le jour, facilitant l'accès aux services bancaires, à la santé et à l'éducation pour des millions de citoyens. Cette révolution numérique, portée par une jeunesse créative et motivée, traduit une conviction profonde. Le savoir, la technologie et l'innovation doivent être au service du développement humain. Ce que nous enseigne l'exemple éthiopien et aussi les autres qui ont été cités tout à l'heure, c'est que l'innovation n'a pas besoin de luxe, mais de sens.
Elle repose sur la compréhension du contexte, la mobilisation des ressources locales et la confiance dans le potentiel des populations. À travers ces initiatives, l'Afrique démontre qu'elle n'est pas seulement un terrain d'expérimentation, mais un laboratoire de solutions pour un monde en quête de durabilité. Dans un contexte global marqué par les crises économiques, climatiques et sociales, l'innovation frugale africaine peut inspirer bien au-delà du continent. L'innovation frugale africaine offre une alternative. C'est celle d'une technologie humaine, responsable et inclusive, capable de répondre aux besoins essentiels sans reproduire les excès du passé. Donc, pour conclure, mesdames et messieurs, l'enjeu aujourd'hui dépasse la simple innovation technique. Il s'agit d'un choix politique et diplomatique, celui de valoriser les savoirs locaux, de renforcer les coopérations sud-sud et de faire de l'Afrique un acteur de solutions globales. Nous devons promouvoir à travers nos partenaires et nos politiques publiques une diplomatie d'innovation frugale fondée sur la solidarité, l'autonomie et la responsabilité partagée. Car, au fond, ce que nous enseignent notre exemple, c'est que la frugalité n'est pas une contrainte. C'est une philosophie de progrès, comme tout à l'heure on l'a dit. C'est une invention à imaginer un avenir plus juste, plus sobre, plus africain. Je vous remercie. Bon, est-ce que vous avez remarqué l'excellence du français de nos deux ambassadeurs africains? Voilà. C'est maintenant le tour de M. François Labarthe, qui est directeur de Attijari Wafa Bank Europe à peu près. Bon. Alors, Attijari Wafa, on va se voir sur... Ben voilà, ça marche. Je ne sais pas projeter les films, cette machine, je ne la connais pas. S'il n'y a personne de l'ESCP pour le faire, je ne peux pas le faire. On avait l'autre... Pardon. J'avais prévu... Oui, bonjour, messieurs, madame l'ambassadrice. Bonjour à tous les panélistes qui sont avec nous regroupés aujourd'hui. Je suis donc François Labarthe, je représente Attijari Wafa Bank, le groupe marocain, panafricain, qui est présent dans 15 pays en Afrique aujourd'hui et qui a entamé sa mutation africaine depuis maintenant une vingtaine d'années et qui est un des grands groupes africains dans le domaine bancaire, notamment en Afrique du Nord, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Alors j'avais prévu un petit film de 3 minutes qui illustrait la manière dont Attijari Wafa Bank en Afrique finance l'innovation à travers un certain nombre de projets dont je vais vous parler. Tout simplement, il n'y aura pas d'image de film, mais c'est pas grave. C'est important parce qu'en fait, les banques ont aussi un rôle important à jouer dans le financement de cette transformation de l'Afrique en acteur global. Et Attijari Wafa Bank souhaite jouer ce rôle pleinement, à la fois en soutenant les entreprises, mais en soutenant aussi les particuliers dans leurs besoins de services bancaires. Voilà. Alors, le premier défi auquel l'Afrique est confrontée, on en a déjà parlé, c'est le défi des infrastructures. Il n'y a pas d'innovation possible sur le continent africain sans infrastructures solides, que ça soit dans l'énergie. Voilà. Alors, je vais m'arrêter. On va regarder ce petit film en 3 minutes qui est assez illustratif. Et on reprend. L'Afrique, terre d'opportunités, se trouve aujourd'hui au carrefour d'enjeux de transformations économiques majeures.
avec des besoins en infrastructures et en transformation industrielle évalués à plus de 100 milliards de dollars par an. Le continent offre un potentiel exceptionnel pour les investisseurs internationaux. Dans cette dynamique, le groupe Attijari Wafa Bank se positionne comme un partenaire stratégique, en accompagnant des financements de grande envergure et en mobilisant les ressources nécessaires à la réalisation de projets structurants, dont voici quelques projets emblématiques. En République du Congo, le port autonome de Pointe-Noire s'élève comme un symbole de modernité. Grâce à un investissement de 400 millions d'euros, ce hub logistique deviendra le cœur battant du commerce en Afrique centrale. Le groupe Attijari Wafa Bank, en tant qu'arrangeur principal, a accompagné le groupe Africa Global Logistique, sponsor et concessionnaire du terminal, dans la structuration et la levée d'un financement de 230 millions d'euros, devant permettre de doubler sa capacité et d'accueillir les navires de nouvelle génération. Au Sénégal, la mine de Boto brille de mille feux. Avec une production annuelle de 170 000 onces d'or, ce projet contribue à renforcer la production d'or du pays tout en adhérant aux normes environnementales les plus strictes. Attijari International Bank a accompagné le groupe Managem, exploitant de la mine, dans la levée d'un financement cross-border de 225 millions d'euros, assurant ainsi une exploitation à la fois durable et responsable. Parallèlement, le groupe apporte son soutien à Socosim, filiale du groupe Vicat, dans sa transition énergétique. Un investissement de 75 millions d'euros permettra de moderniser l'outil de production de ciment et de remplacer 70% des combustibles fossiles par des solutions alternatives et durables. Au Maroc, face au stress hydrique, la station de dessalement de Casablanca, en passe de devenir la plus grande d'Afrique, incarne l'innovation et l'audace. Avec une capacité de production de 300 millions de mètres cubes d'eau par an et une composante énergétique renouvelable de 360 MW, ce projet, nécessitant un investissement de 1,1 milliard d'euros, est une réponse concrète à la gestion durable des ressources en eau. Attijari Wafa Bank est fier de faire partie des leads arrangeurs de son financement, combinant des bailleurs de fonds locaux et internationaux, aux côtés des 3 sponsors, Acciona Agua, Africa Gaz et Green of Africa. Sur l'autoroute de l'avenir, reliant Dakar à l'aéroport Blaise Diagne, chaque kilomètre parcouru est une promesse de développement. Grâce à un modèle de financement innovant, ce projet réduit de moitié les temps de trajet et dynamise l'économie locale. Porté par le groupe Eiffage Sénégal, cette autoroute à péage a été financée par CBAO, filiale du groupe Attijari Wafa Bank au Sénégal. Au Cameroun, le barrage de Nachtigal, avec ses 420 MW, éclaire l'avenir. Couvrant 30% des besoins énergétiques, il symbolise l'indépendance énergétique du pays. La SCB, filiale du groupe Attijari Wafa Bank au Cameroun, fait partie des arrangeurs du financement de ce projet de barrage hydroélectrique, porté par l'énergéticien français EDF. Chaque projet est une promesse. Chaque investissement est un pas vers l'avenir. Ensemble, bâtissons une Afrique plus prospère et créons les opportunités de demain. Voilà, donc un petit exemple de projets qui ont été faits en Afrique il y a moins de 2 ans. Voilà, donc c'est un petit film qui est, je pense, illustre cet afro-optimisme dont Attijari veut promouvoir l'idée. L'Afrique bouge, elle investit. La plupart de ces projets ont été financés par des banques locales, sans intervention de banques internationales, donc des financements en monnaie locale, qui, bien évidemment, ne soumet pas ces projets à des risques de change alors qu'ils auraient pu être financés par des investisseurs des banques internationales. Ce sont des projets innovants à chaque fois qui utilisent les technologies les plus avancées, notamment en matière environnementale, et qui donc mettent l'Afrique au même niveau, si ce n'est à un niveau supérieur, dans un certain nombre de projets, par rapport à d'autres pays, notamment les pays européens. Je prendrai simplement l'exemple de l'usine de dessalement d'eau de mer à Casablanca, qui est l'une des plus grosses, qui va être la plus grosse usine de dessalement. 300 millions de mètres cubes d'eau potable qui sera générée par cette usine. Eh bien, l'énergie utilisée par cette usine sera une énergie éolienne et une énergie solaire. Il n'y aura pas d'énergie carbonée
qui viendra alimenter cette usine. Voilà, donc ces quelques exemples, certes, ce ne sont pas des exemples de projets, de petits projets, ce sont des grands projets, mais je pense aussi qu'il faut en parler. C'est important aussi. L'Afrique a besoin, pour se développer, de ces projets structurants en matière d'infrastructure. Il y a d'autres sujets aussi dont je voulais vous parler, qui sont importants en termes d'innovation. Le premier concerne un projet très important, qui est le projet de la ZLECAf, qui est un projet d'union douanière en Afrique et qui vise à créer un marché commun d'1,3 milliard d'habitants. Et les pays africains, la plupart des pays africains se sont mis d'accord pour baisser progressivement leurs droits de douane de manière à favoriser le marché africain et les échanges intra-africains qui sont aujourd'hui très réduits. On sait par exemple aussi en Europe, les échanges intra-européens sont très importants et ça fait partie c'est un élément important de la croissance européenne. Et bien, ce sera la même chose en Afrique avec la mise en place de la ZLECAf. Donc un élément politique et diplomatique très important en termes d'innovation. L'autre point aussi qui est important et qui, à mon avis, est un autre élément illustratif de l'innovation et de la manière dont l'Afrique avance, c'est bien évidemment tout ce qui concerne l'inclusion financière, dont là aussi Attijari essaie de promouvoir l'idée à la fois au Maroc mais aussi en Afrique à travers un certain nombre d'exemples. Le premier exemple que je prendrai, c'est un exemple qui appartient au Maroc où la banque a développé un concept de centre d'affaires ou entrepreneurial où les entrepreneurs de petites ou les auto-entrepreneurs sont accompagnés par des équipes de la banque pour leur apprendre à gérer leur entreprise, à utiliser leur compte bancaire et à lever des financements. Et puis aussi, on a récemment permis ou développé nos applications mobiles, puisque le mobile money aujourd'hui en Afrique est très important, vous le savez, c'est une des innovations africaines d'ailleurs, qui est un exemple que le monde a envie. Donc on a développé l'utilisation de nos plateformes mobiles au Maroc en mettant en place le Darija. Donc maintenant l'application est utilisable en arabe Darija. Et on est en train aussi de développer le même concept au Sénégal, où l'application de la banque sera utilisable en Wolof. Aujourd'hui, elle est en français, mais elle le sera dans quelques semaines en Wolof. Voilà. Donc, quelques exemples concrets de l'innovation qui est portée par une des banques panafricaines. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Avart. Vous ne l'avez pas vraiment dit, mais Attijari Fabank, depuis une quinzaine d'années, rayonne en Afrique, jusqu'en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, puis de l'Est aussi. J'étais, il y a 10 ans, à la création du Club Afrique d'Attijari Fabank à Casa, avec Mohamed El Ketani, votre PDG. Et depuis, l'essor, d'ailleurs, comme généralement du Maroc, est formidable. Bravo. Eh bien, on va écouter à nouveau Madame Ibtissam Daïf, qui va parler au nom du docteur Salah Barbari, qui est d'origine copte, donc égyptien, mais qui est complètement francisé parce qu'il est devenu leader de son produit, la Barbari plante, et il est installé à Saint-Étienne. Donc, merci, cher Ibtissam, de parler en son nom. Merci. Alors, un peu d'imagination, c'est pas moi qui parle. Normalement, c'est le docteur Barbari. C'est un immense honneur de m'adresser à vous à l'occasion de cette conférence consacrée aux innovations frugales et performantes.
celle qui change le monde, non pas par la démesure, mais par l'intelligence du simple et du durable. Cette philosophie, faire mieux avec moins, m'anime depuis plus de 40 ans. C'est elle qui a inspiré la création des fertilisants hydro-rétenteurs Barbarie-Plante. Une technologie née d'une conviction profonde qu'un être humain ne devrait mourir de faim ni de soif, simplement par faute d'eau. L'eau, source de vie, mais de plus en plus rare. D'ici 2030, une personne sur 2 dans le monde vivra en stress hydrique sévère. En Afrique, plus de 60% de l'eau d'irrigation s'évapore avant d'atteindre les racines. Et pendant que la population du continent double, les ressources, elles, se raréfient. Face à ce défi, j'ai voulu imaginer une solution simple, accessible et durable. Un fertilisant capable de retenir l'eau, de la restituer lentement et de multiplier les rendements tout en divisant les consommations. Plus qu'une invention, c'est une vision. En 1987, ce concept fut breveté et récompensé par la médaille d'or du Salon international des inventions de Genève, décerné par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais au-delà du prix, ce fut la reconnaissance d'une vision, celle d'une agriculture qui nourrit sans détruire, qui protège tout en produisant et qui redonne espoir là où la sécheresse semblait tout condamner. Des résultats concrets sur tous les continents. Aujourd'hui, Barbarie-Plante est utilisée dans plus de 85 pays à travers le monde. Au Maroc, ils avaient permis de sauver des vergers d'agrumes menacés par la sécheresse. En Tunisie, la consommation d'eau a baissé de 70% pour les tomates, betteraves et oliviers, tout en augmentant les revenus des producteurs. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, nos projets pilotes de reboisement ont triplé le taux de survie des jeunes plants, même dans des zones semi-arides. Au Burkina Faso, la technologie a reçu récemment le référencement officiel du ministère de l'Agriculture, reconnaissant son impact sur la sécurité alimentaire nationale. En Chine, elle est désormais utilisée à grande échelle pour la culture du maïs afin de renforcer la productivité et d'économiser l'eau. Au Brésil, elle a permis de sauver des millions d'orangers menacés par la maladie du dragon jaune, véritable fléau pour les agrumes. Et bien d'autres pays l'ont adopté avec succès. Qu'ils me pardonnent de ne pas tous les citer ici, leur confiance, leurs résultats et leurs récoltes parlent pour eux. De la petite exploitation au grand domaine agricole, Barbarie-Plante s'adapte à tous les sols, à tous les climats et à tous les rêves. Elle permet de réduire la dépendance aux importations alimentaires, de préserver l'eau, de protéger les sols et de créer des emplois locaux. Barbarie-Plante est un levier de résilience et un modèle d'agriculture durable à la portée de tous. Nos partenaires et moi-même rêvons aujourd'hui d'un programme panafricain de gestion intelligente de l'eau agricole, fondé sur des technologies frugales comme Barbarie-Plante et sur d'autres innovations locales créées par et pour les Africains. Un programme soutenu par des États, les institutions et les entreprises pour faire de l'Afrique le laboratoire mondial de l'innovation durable. L'eau est rare, mais l'ingéniosité humaine est infinie. Barbarie-Plante n'est pas seulement une invention, c'est une promesse d'avenir, celle d'une agriculture productive, écologique et solidaire. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à devenir les partenaires, les relais, les ambassadeurs de cette démarche. Ensemble, transformons une simple innovation frugale en une révolution verte pour l'Afrique et pour le monde entier. Il vous remercie pour votre écoute. Et donc, je vais profiter pour conclure, si vous voulez bien, sur les 4 innovations présentées. Donc, comme vous avez pu le constater, mesdames et messieurs, ces 4 innovations ne sont pas simplement des prouesses techniques. Elles portent en elles une vision, une promesse, une espérance. Elles prouvent que la technologie, lorsqu'elle est guidée par l'éthique et la solidarité, peut devenir un outil d'émancipation et de développement durable. Nos technologies offrent une liberté économique, financière et sociale aux pays qui les adoptent. Et grâce à notre charte éthique, nous garantissons un accès équitable, responsable et juste à ces innovations. Ensemble, avec nos partenaires, nos experts, nos entreprises locales, nous bâtissons un monde où chaque peuple peut marcher vers son avenir, avec confiance, autonomie et dignité. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre confiance et votre engagement. Merci, petit Sam. La charte éthique, on a tous compris que ce qui est recherché,
C'est autant le partage, c'est pas les super profits, des profits suffisants pour pérenniser l'entreprise, comme dirait le professeur Amen Moulou, qu'il faut applaudir aussi pour sa patience. Il est le dernier à parler, mais c'est normal parce qu'il va nous faire la démonstration que tout ça est très intéressant et le retour sur investissement est formidable. À vous, professeur. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs et les ambassadrices, donc, chers invités, c'est avec un énorme plaisir que je participe avec vous aujourd'hui à cette conférence. Après les prestations, je dirais, passionnantes des différents intervenants, expliquant les différentes, je dirais, démarches, les différentes, je dirais, définitions par rapport à l'innovation frugale. Moi, permettez-moi, en tant que financier, d'apporter une analyse financière et stratégique de ces 4 produits en tant que, je dirais, mon rôle, c'est de mesurer la viabilité et leur potentiel en croissance économique et en termes d'avantages comparatifs. Donc, pour les minopeintes, donc, il n'est pas qu'une peinture, c'est une solution technologique pour une grande efficacité énergétique et environnementale, comme il l'a expliqué Madame Betty. L'absorption de la lumière le jour et la restitution pendant la nuit permet une grande économie d'énergie, à savoir l'optimisation de l'éclairage public et la résilience et la résistance plutôt dans le temps aux aléas climatiques. Quelques indicateurs clés seulement. Pour une économie énergétique, minimum 25% observé sur la facture d'éclairage public. Donc, quand elle restitue, je dirais, la lumière pendant la nuit, donc c'est l'immunopeintre qui prend la relève, donc il y a automatiquement une économie d'éclairage public. Alors, pour le retour moyen sur investissement, ça peut aller jusqu'à plus de 400% sur une durée de 5 ans. Ça veut dire quand on investit, on les met nos peintes, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de revenir chaque fois pour réparer, pour refaire et pour etc. Donc, il résiste dans le temps, malgré tous les aléas climatiques, donc il est capable de générer de la lumière pendant une longue durée. Alors, pour le retour moyen, on a dit plus de 400%. Alors, pour le financement possible, c'est les partenariats publics, privés, et c'est des cofinancements divers. Alors, ces montages financiers permettent de transformer ces coûts budgétaires en actifs productifs, tout en respectant les critères écologiques. C'est-à-dire, tout simplement, investir dans une peinture, je dirais, classique qui est utilisée actuellement, ça coûte moins cher, mais elle est dégradable à court terme. Donc, c'est un cycle lent, l'immunopeintre, donc qui dure dans le temps. On revient sur investissement après 5 ans, plus de 400%. Ce n'est pas la peine de refaire chaque fois, je dirais, la peinture. Alors, pour Magic Road, permettez-moi, les gens qui sont spécialistes, moi je veux placer tout simplement un petit mot et dire, Magic Road, c'est une innovation technologique dans le domaine des infrastructures. Nous sommes ici face à une réponse directe à des enjeux d'infrastructures coûteux dans plusieurs pays. C'est un produit de cycle lent. Il permet une grande stabilité de route à long terme. Donc, quelques indicateurs financiers. C'est plus de 30% d'économie par kilomètre. Quand on parle, je dirais, de l'utilisation de bitume comme élément primordial dans l'établissement des routes. Donc, Magic Route, il vous permet d'économiser 30% minimum sur 1 kilomètre. Alors, le retour moyen sur investissement, il est plus de 10% sur 5 ans. Donc, pour vous montrer, c'est un produit avec cycle lent, il est productif à long et moyen terme. Alors, pour les financements possibles, c'est toujours, il y a des fonds d'infrastructures régionaux. Pour l'Afrique, c'est la Banque africaine de développement. Pour l'Asie, c'est la Banque asiatique. Donc là où, je dirais, dans tous les continents, il y a la possibilité de partenariat, financement public et privé. Alors, ce financement, il permet, d'une manière logique, la pression budgétaire sur les fonds publics, tout en garantissant la durabilité des routes. Alors, le troisième produit, c'est Clean Water. Le besoin en eau, c'est un besoin universel et vital. Donc, cette technologie de purification d'eau est un potentiel énorme dans les zones rurales où la créance en eau est observée
d'une manière importante. Quelques indicateurs aussi clés en termes d'avantages comparatifs. Un retour moyen sur investissement qui dépasse plus de 280% sur 5 ans. Un gain sanitaire estimé à moins de 20% des maladies hydriques, parce que l'utilisation de l'eau qui n'est pas potable, donc ça cause des maladies. Ce qu'on appelle les maladies hydriques, ça génère tout, je dirais, un budget de coût pour faire guérir les gens. Alors il y a moins 20% de maladies hydriques qui sont observées avec l'utilisation de cette eau potable qui s'appelle Clean Water. Alors pour les financements, c'est la même chose. Il y a toujours des subventions. Il y a des subventions en CG, il y a des financements partenariats publics et privés, il y a des fonds internationaux, de la microfinance, voire même l'émission de quelques obligations vertes par les États pour le financement des projets d'investissement de ce type. Le quatrième produit, donc le finance, en fait, l'investissement dans ce produit, c'est un financement, on avait dit, il assure un impact social et favorable tout en étant économiquement viable. En arrivant au quatrième produit, Barbarie Plant, c'est un produit naturel à fort potentiel agricole et nutritionnel, avec une grande productivité et une consommation optimale de l'eau. C'est un fertilisant agricole dans une chaîne de valeur durable qui assure la sécurité alimentaire. Les indicateurs clés, on peut avoir valablement une marge brute de 57%. Le retour sur investissement, elle dépasse les 300% sur 5 ans. Pour les financements, c'est un partenariat public-privé, les fonds verts, microcrédits, subventions écologiques, etc. Donc ce modèle de financement, il favorise la sécurité alimentaire tout en créant une chaîne de valeur durable. Alors, en conclusion, permettez-moi de vous dire que ces produits sont en parfaite harmonie. Un portefeuille d'investissement durable et complémentaire. L'immunopente, dépenses énergétiques urbaines, c'est la réduction. Pour Magic Road, renforce l'infrastructure à moindre coût. Pour Clean Water, il améliore la productivité et la santé des populations. Pour Barbarie Plant, il consolide la résilience agricole et environnementale et assure la sécurité alimentaire. Alors, ces modèles de financement hybrides réservés à ces produits constituent une opportunité appréciable d'investissement, tout en offrant une voie de rentabilité à moyen et long terme, en réduisant la pression sur le budget public. Ces 4 solutions incarnent une nouvelle logique inscrite dans une tendance mondiale, moins d'eau, moins d'énergie, plus d'impact économique et social. D'ailleurs, c'est les règles sur lesquelles repose, je dirais, l'innovation frugale. Donc, c'est la simplicité, c'est l'adaptabilité, c'est l'accessibilité, c'est la durabilité. Donc, on avait dit que ces 4 solutions incarnent une nouvelle logique inscrite dans la tendance mondiale, moins d'eau, moins d'énergie, plus d'impact économique et social. Il illustre parfaitement comment l'innovation, la rentabilité et le développement durable peuvent converger. Et merci de m'avoir supporté pour cette minute. Merci, cher Ahmed. Alors, comme nous sommes en retard, je propose que les questions-réponses se fassent au cocktail, c'est juste à l'entrée. Est-ce que quelqu'un est contre ? Et qu'est-ce qu'il y a, Denis ? Je voudrais juste dire rapidement. Je vous remercie. Je m'appelle Rebecca Ayoko. Surtout, Monsieur Sem, pour l'eau. Vraiment, l'Afrique en a besoin. Et comme vous dites, l'eau, c'est la vie. Et directement, je vais aller, Monsieur pour la banque, Monsieur François Labad. Et alors, l'Afrique, dans tout ça, je trouve que ce que vous faites, c'est très grandiose. Peut-être parce que j'ai fait de la haute couture, que j'aime tout ce qui est grandiose, en passant. Et je me dis, laboratoire pharmaceutique, parce que la santé en Afrique, nous avons besoin vraiment de la santé. On voit tous les jours des enfants qui meurent, beaucoup des maladies se développent, et la nature de l'Afrique a les produits, c'est-à-dire la matière première, et dans l'Afrique, elle pousse les herbes, on peut les transformer, les laboratoires pharmaceutiques d'ici, ils vont là-bas, et pourquoi pas pour l'Afrique, parce que jusqu'à présent, c'est en Inde que maintenant on fabrique, il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques en Inde, et je rêve que l'Afrique, m'Afrique,
aussi à ça, parce que la santé, l'eau est la santé en premier, et le reste, ça donne de la force pour suivre. Voilà, juste rapide comme ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci madame. C'est des questions très légitimes et très pertinentes. Comme j'ai dit précédemment, nous avons la solution. Ça ne sert à rien ce soir de continuer pendant des années à parler. Oui. Je m'engage devant vous et on peut régler l'eau potable moins de 2 ans. Partout. Merci. Dans les villages, Oui. dans les grandes villes, partout. Et nous avons des banquets. J'ai annoncé plus ou moins 300 millions, mais on va les chercher. Vous savez, si ce n'est pas panafricain, on va les chercher ailleurs. Oui. C'est pour ça que je suis l'ambassadeur des Nations Unies pour défendre l'intérêt de l'Afrique, avant tout humainement. Merci, Voilà. merci. Amen. Que Dieu vous protège et que ça porte son fruit. Merci. Merci Abéné. Alors, on va juste faire 2 minutes encore la photo de famille. Denis, ne pars pas. Alors, les panélistes, est-ce que Amaury de Féligonte est encore là? Et puis, Denis Deschamps. Toutes les personnes qui m'ont aidé, qui nous ont accueillis, notamment Madame la directrice de la communication, Pascal Pernet, qui est discrète là, mais qui va passer à la tribune maintenant pour la photo. Denis Deschamps, qui m'a aidé aussi. Madame Monia Bedoui, si elle veut bien venir. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et puis Rebecca, tiens, Rebecca pour son intervention qui a été applaudie. Voilà. Mais on se lève pour la photo. Il est où le photographe? Je voudrais appeler aussi Fatima et Johan, sans qui cette belle conférence n'aurait pas eu lieu. Fatima et Johan, rejoignez-nous. Merci. Oui, Rebecca ne l'a pas dit, mais Rebecca était le mannequin vedette de Yves Saint-Laurent, une grande personnalité. Et Rebecca est avec nous pour le lancement de la chaire. Vous nous avez fait un défilé avec nos étudiants et c'était magnifique. Allez. Attends, faut pas. Attends, on va y arriver, on va y arriver. Non. Moi, je me mets au milieu. Et vous êtes sous surveillance. Attention. Non, mais mettez-vous. Ah, ma chérie. Ouais, bon, c'est pas grave. On va le voir au cocktail. Mais est-ce qu'on peut se mettre? Oui, bien sûr. Attention. Oui, ben moi je descends en face. Alors, venez descendre. On va se mettre devant. On descend. Ah oui, il y a une petite marche. C'est petit. Vous allez me prendre pour un papiste que je suis, mais je veux pas dire. Mais le pape, il est cher. Je sais. Vous aurez compris. La banque est là, ils font des choses bien. Absolument. Bon, il est où le frère? Il est où? Je ne vois pas.